Bonjour à tous, bienvenue dans Pause Durable. La pause durable d'aujourd'hui, c'est sur le zéro déchet plastique et numérique, 25 astuces pour agir, grâce à Carolina ici présente, qui va nous le présenter tout à l'heure. Mais tout de suite, pendant quelques petites minutes, je vais vous présenter d'abord ce qu'est le dispositif acteur du Paris durable dans lequel s'inscrit le format pause durable. Donc le dispositif acteur du Paris durable, c'est un dispositif de la ville de Paris qui a été mis en place pour trois choses. Initier, favoriser et faciliter les initiatives et actions de Parisiens parisiennes pour rendre un Paris plus durable. Et c'est aussi un réseau d'acteurs, de porteurs de projets, de Parisiens, de Parisiennes réunis en entreprise, en association ou même à l'échelle individuelle qui veulent s'engager ou s'intéresser à rendre un Paris plus durable. Donc on a plusieurs formats que je vais vous expliquer tout de suite après pour se rencontrer, échanger, refaire le monde. Et pour cela, on a trois outils. Donc le premier, c'est le site et les réseaux sociaux. Donc on a un site internet qui s'appelle acteur au pluriel du parisdurable.fr dans lequel vous pouvez avoir accès à des fiches pratiques comme comment devenir éco-volontaire, comment consommer la mode de façon éthique, etc. Et vous avez aussi un agenda d'événements éco-responsables à l'époque que c'était en présentiel que sur Paris, mais du coup maintenant on s'étend aussi en virtuel. Voilà, et vous avez aussi des actualités de nos acteurs, donc tout le monde peut devenir acteur. Euh, il suffit de vouloir s'intéresser ou s'engager dans des actions parisiennes, aussi bien d'un point de vue professionnel ou personnel. Et donc vous pouvez poster vos actualités du genre par exemple, on a fait euh, on s'est agrandi, on a fait un mur de végétalisé dans notre locaux, etc. Et en fait, vous avez aussi la newsletter et chaque mois, il y a un thème différent. Et le thème de ce mois de mars, c'est la mode responsable. Donc voilà, vous avez aussi un lieu à votre disposition. C'est un lieu qui accueille des conférences gratuites et ouvertes au public, mais aussi des formations gratuites et ouvertes au grand public, qui se situe dans le 4e arrondissement de Paris, qui s'appelle la Maison des acteurs du Paris durable, qui est actuellement fermée pour les raisons sanitaires évidentes. Et donc c'est un rez-de-chaussée avec qui peut accueillir à peu près 100 personnes et au premier étage, vous avez trois salles qui peuvent accueillir une vingtaine de personnes pour les formations et les ateliers. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter ou à venir souvent sur notre site internet, notre Facebook, notre Twitter et notre YouTube pour savoir quand est-ce que nous réouvrons, quand nous reproposerons des événements en présentiel. Et donc, du coup, derrière, c'est aussi un format, plusieurs formats qui sont créés par l'équipe d'animation des acteurs du Paris durable. Donc, nous avons mis en place aussi deux tags qui s'appellent Cadeau Paris durable et Tisson durable que vous pouvez rentrer dans la barre de recherche pour voir tous les acteurs qui proposent des cadeaux éco-responsables ou des actualités et des ateliers liés à une mode responsable. Vous avez aussi les formats réseautage et papotage dans lequel vous pourrez présenter vos projets qui soient à l'état embryonnaire ou très concrets et échanger avec d'autres porteurs de projets, mais aussi des personnes qui sont juste là pour découvrir vos projets et refaire le monde. Et vous avez bien évidemment les pauses durables qui est le format en ligne pour mettre en avant un sujet durable grâce à un acteur comme Carolina ici présente pour le présenter au grand public que vous êtes. Donc, les pauses durables, on fait un focus dessus. Qu'est-ce que c'est? Pour résumer, c'est un acteur du réseau Acteurs du Paris durable. Ça dure 1 heure à peu près sur un sujet durable et ça se termine par un temps de questions-réponses. Vous pouvez retrouver les anciennes pauses durables en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc ça va aussi bien de la construction écologique à l'autonomie en énergie, les coopératives d'énergie citoyenne, le budget participatif, la végétalisation, c'est vraiment tous les sujets seront ici. La fin mars, le 23, il me semble, oui,
vous aurez la conférence de s'habiller durablement avec Atypique Atypico. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous avez un projet que vous voulez présenter lors d'une pause durable, n'hésitez pas à m'en faire part à l'adresse mail ici bas, acteur au pluriel du Paris durable @paris.fr, avec comme objet pause durable, pour qu'on puisse en discuter et voir si ça peut faire l'objet d'une pause durable. Du coup, maintenant, on va laisser place à Carolina pour présenter la conférence Zéro déchet, plastique et numérique, 25 astuces pour agir. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on a 45 minutes ensemble et je veux faire mon mieux pour ne pas dépasser. Déjà, merci à vous tous d'être là. Je suis ravie que vous êtes si nombreux, même à cette heure-là qui peut être un peu tard. Donc, le sujet, c'est zéro déchet plastique et numérique. C'est comme Eva l'a dit déjà, c'est une webconférence interactive. Je vais poser plein de questions. Et le but, c'est qu'on puisse échanger et avoir votre avis et aussi avoir vos bonnes pratiques à la fin. 25 astuces pour un impact positif. À la fin de cette webconf, je vais vous partager 25 astuces pour démarrer. Donc, des choses très tangibles comme éliminer les bouteilles en plastique ou éliminer des sacs. C'est très simple, mais c'est pour pouvoir faciliter l'action positive et un changement engagé. Alors, comme Eva l'a dit, c'est une pause durable, donc je suis vraiment ravie d'être là. Donc, encore une fois, merci pour l'opportunité. Rapidement sur moi, je m'appelle Carolina, je suis consultante en RSE, aussi fondatrice de Paillettes d'Impact, une société qui fait des conseils et de la formation en RSE. Je suis d'origine danoise, colombienne et américaine, donc voilà l'accent, mais ça fait 5 ans que je suis à Paris et que je travaille dans l'événementiel, la communication et notamment la RSE. Ok, on va parler de plusieurs choses, mais on va commencer avec une vue globale. Quels sont les chiffres clés? Quelle est la problématique? Pourquoi on est là? Deuxième point, ce sera l'impact. Effectivement, si on travaille dans la RSE, on connaît la RSE. Attends, je peux pas lire les commentaires, je suppose qu'on pourrait On demande poster. juste ce que ça veut dire RSE, si tu peux juste Ok, l'expliciter une fois. bien sûr, RSE, c'est responsabilité sociale d'entreprise. Donc, c'est quand les entreprises prennent une responsabilité sociale ou environnementale ou économique. Donc, mais on pourrait en parler après. Donc, on va parler de l'impact environnemental, social et économique, notamment les 3 piliers de la RSE. L'engagement, qu'est-ce qui est fait au niveau législatif au monde, en Europe et en France? On va parler des déchets numériques. Quel est le lien entre les émissions CO2 et un envoi d'email? Quel est le rapport? Et finalement, les 25 astuces pour que vous puissiez tous aller agir à votre échelle et être des acteurs de changement positif. Et finalement, on a un quiz où on va vous poser des questions, vous pouvez répondre et Eva me transmettra les infos. Première question pour vous, et vous pouvez répondre par écrit. Est-ce que la création de déchets est un problème et surtout pourquoi? Quel est le plus gros problème avec la création de déchets? Ils disent la pollution, consommation de matières premières, épuisement des matières premières, problème d'élimination, c'est vrai, pollution, traitement des déchets. Voilà. Ok, super. En tout cas, vous avez tous abordé des problématiques très très pertinentes, notamment la pollution de l'environnement d'un côté, mais aussi la pollution de nos propres corps. Donc, je vais aborder ces deux problématiques quand il s'agit de la création de déchets plastiques et effectivement après numériques. Donc, c'est une menace pour l'environnement et notre santé à nous. Donc, les chiffres clés. La Banque mondiale nous annonce que d'ici 2050, la création de déchets augmentera de 70%. Déjà aujourd'hui, c'est un très très gros problème et on est tous incités par l'ONU de réduire notre consommation, notre production de déchets plastiques. Pourtant, ça va augmenter de presque 100% d'ici 2050. Ça veut dire dans 30 ans environ. Du coup, ça veut dire qu'on est en voie vers encore plus de création de déchets plastiques, ce qui est très malheureux pour, encore une fois, l'environnement et notre santé. Donc, 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été créées depuis les années 1950. C'était le boom de la création de plastique à cette époque-là. On avait découvert l'utilité du plastique pour des récipients, pour des produits, pour des bouteilles, pour des appareils, etc. C'était un peu la révolution. Mais c'est aussi 800 000 fois la taille de la tour Eiffel en poids. Donc si on accumule tout le plastique qui a été créé depuis les années 50,
il s'agit de 800 000 fois le poids de la Tour Eiffel. Donc c'est un peu beaucoup. Je ne sais pas quel est votre avis, mais je trouve que c'est un peu, c'est beaucoup. Voilà, ça sont deux chiffres sur les pollutions plastiques en 2015 et ce qu'on prévoit en 2050. Encore une fois, c'est presque le double, ce qui est un gros problème vu qu'on a déjà beaucoup trop et on a du mal à s'en sortir et à le traiter. La pollution, c'est pas juste l'environnement terrestre, c'est pas juste les forêts, le parc, le milieu que nous on connaît, mais c'est aussi et surtout l'océan. Et chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques terminent dans les océans, ce qui va avoir un impact négatif sur notre santé plus tard. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, comment est-ce que les déchets plastiques arrivent aux océans? C'est pas par hasard, c'est pas parce que c'est des pêcheurs qui laissent leurs déchets ou c'est l'activité maritime. Malheureusement, 80% des déchets qui arrivent aux océans a une origine terrestre. Ça veut dire que c'est produit ici, dans les grandes villes, et ça arrive par erreur aux océans, par les décharges en plein air, ça veut dire les décharges qui ne sont pas bien protégées, par les égouts, ou tout simplement par l'envol dans les rues, notamment si on voit des déchets par terre dans les rues, ça va tôt ou tard arriver à l'océan. Euh, voilà, donc ça sont les trois raisons clés pour lesquelles les déchets plastiques arrivent aux océans dans un premier temps. Petite info, petite partage ludique. Une bouteille plastique prend 400 ans pour se décomposer naturellement. Donc, juste, c'est un petit info, c'est pas pour faire culpabiliser, on est tous des consommateurs de produits plastiques, c'est juste un info pour montrer, notamment vive le gourde, tout à fait. Ça, c'est ma première astuce. Mais en tout cas, c'est une info pour montrer l'ampleur et aussi la difficulté de traiter cette problématique. Donc, vous avez peut-être entendu parler de septième continent. Je ne sais pas pour ceux qui en ont entendu parler, mais est-ce que vous savez que ça fait déjà 3 fois la taille de la France? Et pour ceux qui ne connaissent pas, le septième continent, c'est une accumulation de déchets, de morceaux et de petits bouts de déchets plastiques qui se sont accumulés par les courants dans l'océan Pacifique. C'est entre la Californie et l'Hawaï. Et ça fait déjà, au niveau de surface, 3 fois la taille de la France. Donc déjà, la France couverte en déchets, c'est beaucoup. Il faut multiplier ça par 3. Donc effectivement, agissons vite pour réduire ce problème des déchets. Donc ça, c'est une petite photo d'un plongeur qui a osé faire des prélèvements depuis ce septième continent. Petite question pour vous, et j'espère que vous avez toujours le même niveau d'énergie qu'au tout début. Quel est le produit le plus trouvé dans les océans? Effectivement, produit en plastique. Est-ce que ce sont A, les capsules, B, les mégots, C, la fameuse bouteille en plastique, ou est-ce que ce sont les mégots? Donc on a surtout des mégots. Moi je dirais pareil, majoritairement des mégots, hein, parce que ça consomme Voilà, beaucoup. c'est le sang de mégot. Et pour info, un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Parce que notamment, les produits chimiques s'accumulent dans le filtre qui fonctionne comme une éponge qui vont relâcher tous ces produits malheureusement toxiques pour l'environnement et qui peuvent polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Juste un seul mégot. Ok, on arrive au recyclage. Beaucoup de monde pense que le recyclage, c'est la solution magique pour traiter les déchets plastiques. Malheureusement, ça c'est un chiffre monde, donc ça veut dire le chiffre officiel du recyclage au monde, c'est 21% de produits plastiques qui sont réellement recyclés. Ça veut dire brûlés ou incinérés ou révalorisés. Et qu'est-ce qui se passe avec le reste? 79% des déchets terminent dans une décharge ou sont enterrés ou même exportés à un pays en voie de développement, ce qui est très malheureux pour ces pays qui luttent déjà avec beaucoup d'autres problèmes économiques et sociaux. Pour la France, il s'agit de 22% de déchets en plastique qui sont réellement recyclés. Donc, c'est pas beaucoup plus, c'est 1% de plus. Et ça, c'est le chiffre le plus officiel qui est issu de l'ADEME, l'Agence d'énergie et maîtrise de l'environnement. Pardon, mais Agence de l'environnement et maîtrise d'énergie, à l'inverse. Donc, en France, on n'est pas beaucoup mieux que le chiffre mondial.
Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a des étapes clés à aborder quand il s'agit de notamment le recyclage de plastique. D'abord, c'est le tri, parce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est pas tout le plastique qui sont recyclables. Il y a en fait très peu de plastiques qui sont facilement recyclables. Donc, d'abord, il y a un tri sélectif quand ça arrive au centre de recyclage. Quels sont les plastiques qui est un peu révalorisés et quels sont ceux qui sont tout simplement inutiles et qui vont de toute manière répartis à la décharge. Euh, et après, il y a la transformation. Beaucoup de monde pense qu'une bouteille en plastique, ah bah, ça va être transformé en bouteille en plastique. C'est pas le cas. Le plastique, le bouteille en plastique, le plastique qui est recyclable va être transformé en granulés ou en petits morceaux de plastique pour faire de nouveaux objets, mais des objets comme des moquettes, des sacs de couchage ou d'autres produits qui demandent pas un plastique dur. Donc l'idée qu'une bouteille en plastique va devenir une autre bouteille en plastique, c'est malheureusement pas le cas. Et alors, pour revenir à la question des déchets exportés, donc ce qui se passe, c'est que les sociétés de recyclage en France ou dans les autres pays qui exportent des déchets, ils font des accords pour se débarrasser de leurs produits censés être recyclés. Ils vont envoyer ça dans les pays malheureusement en voie de développement. Ça peut être l'Indonésie, l'Inde. Avant, c'était la Chine. La Chine a désormais fermé ses frontières pour recevoir des déchets. Ça peut aussi être les Philippines, ça peut être beaucoup de pays en Asie ou en Afrique aussi. Je sais que Kenya reçoit beaucoup de produits de déchets électroniques ou ménagères. Donc la France figure comme numéro 5 parmi cette liste des pays qui exportent leurs déchets, ce qui est malheureux vu que on essaye d'être un peu sensibilisé et actif sur la question du recyclage, révalorisation et surtout réduction des produits plastiques. Donc, quel est le secteur qui est plus actif, on va dire, dans la création de déchets plastiques? Ça peut paraître évident, mais c'est le packaging, c'est l'emballage. Prenez 2 minutes la prochaine fois que vous achetez un produit et vous allez voir combien de couches il y a d'emballage. Il y a d'abord le plastique, après il y a les cartons, après il y a encore du plastique et après il y a peut-être un flacon en verre. Donc il y a toutes ces étapes de déchets et effectivement aussi de déchets plastiques. Donc le secteur de packaging crée 146 millions de tonnes à l'année de déchets en plastique. Malheureusement, souvent pas recyclables. Donc, encore une question pour vous. Quelle est la région qui crée le plus de déchets par habitant par jour? Quand tu parles de région, tu parles dans les continents ou tu Le parles en France? continent, oui, continent. Pas forcément pays exact, mais continent ou région. Ah ouais, je dirais Amérique du Nord, moi. Ouais, je Donc vois qu'il y a plusieurs qui disent plein de Amérique du Nord. USA, Ouais, ouais. USA, ouais, effectivement. Et on Ok. dit aussi Asie. Asie, Voilà. oui, oui, ça sont les réponses classiques et c'est en effet totalement correct. C'est l'Amérique du Nord parce qu'en fait la consommation, la production de déchets c'est lié au pouvoir d'achat et là où on a le plus de pouvoir d'achat, c'est là où on va créer le plus de déchets. L'Asie n'a toujours pas l'habitant moyen en Asie n'a pas le même pouvoir d'achat qu'un habitant aux États-Unis ou en Europe ou en Australie. Donc c'est ça qui fait la différence. Même si la Chine produit énormément de produits plastiques, les citoyens ne vont pas pouvoir créer le même montant de déchets plastiques. Donc effectivement, 2,21 kilos par jour de produits plastiques créés aux États-Unis par personne. Pour revenir à la question des plastiques recyclables ou non recyclables, sur la diapo, vous voyez 7 types de plastique de 1 à 7 listés de gauche sur la colonne plus à gauche. Et effectivement, le premier d'eux sont le plus recyclables ou le plus facilement recyclables. Du coup, ça veut dire souvent les bouteilles en plastique ou le plastique dur. Tout ce qui sont le plastique douce plus douce, au plus flexible sont beaucoup plus difficiles à recycler. Malheureusement, plastique numéro 5, la polypropylène, et le plastique qui est plus présent dans le masque chirurgicaux, le masque bleu à usage unique qu'on a tous reçu lors de cette crise sanitaire.
Je dis pas du tout qu'il faut arrêter de mettre son masque, pas du tout. Je dis juste, faites attention à ne pas le jeter par terre parce qu'il va être très difficilement décomposé et pensez une deuxième fois avant d'en mettre euh, en nouveau tous les 10 minutes ou peut-être passer à un masque réutilisable fait en tissu de temps en temps. Alors, qu'est-ce qui nous dit la Banque mondiale? La Banque mondiale est une structure qui effectivement est très investie sur le développement économique, mais aussi le développement économique et durable dans les pays en voie de développement. Il nous propose trois choses. Il nous propose d'investir dans l'infrastructure et la gestion du traitement des déchets dans ces pays en voie de développement, notamment l'Indonésie, l'Inde, l'Afrique, etc. Parce que eux, ils ont malheureusement pas l'infrastructure en ces moments pour bien traiter ces déchets et ça arrive dans leurs environnements et ça pollue leurs environnements, leurs plages, leurs champs, etc. Deuxième point, créer des programmes pour réduire la production de plastique dans les pays riches, entre guillemets, ou les pays OCDE, dont la France, dont le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, l'Australie, le Japon, pour promouvoir le recyclage et pour finalement promouvoir la sensibilisation parce que tout changement commence par la sensibilisation. Donc c'est pour ça que c'est super que vous êtes nombreux ce soir pour ouvrir cette discussion sur un impact positif sur cette question. Alors, quelles sont les solutions? Heureusement, il y a beaucoup de personnes très idéalistes, très engagées qui luttent tous les jours pour résoudre ce problème de déchets déchets plastiques dans les océans. Nous avons par exemple The Ocean Cleanup, qui est une start-up, entre guillemets, créée par un jeune Hollandais qui s'est mis pour objectif de ramasser 80% du septième continent d'ici 2040 avec un espèce de filtre qui va filtrer et qui va ramasser petit à petit. Après, il y a une deuxième solution pour résoudre ou en tout cas attaquer les problèmes de microplastique dans l'océan. Et c'est plutôt une solution chimique qui va dissoudre le microplastique dans le sable, qui est très difficile à ramasser et à enlever. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des très belles solutions, des personnes très engagées, et donc je vous conseille tous d'aller sur Google et chercher zéro déchet solution, et il y aura plein de bonnes initiatives qui sont encourageantes. Donc, pour revenir à la question de microplastique, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est une particule qui est micro, qui est très petit et qui fait moins de 5 millimètres de taille. Donc, c'est comme la poussière en plastique, ça se dégage lors de l'usage. Par exemple, à l'intérieur d'une bouteille de plastique, il y a toujours un tout petit peu qui se détache de la bouteille et qui va être transmis dans l'eau. Donc, ça, c'est du microplastique qui est pas forcément visible parce que c'est des particules toutes petites. Où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve partout. On respire tous les jours de microplastiques. Ça se trouve notamment dans les océans, dans les lacs, dans les rivières. Les animaux marins sont très touchés par ça. Notamment chaque produit, chaque déchet plastique qui traîne dans l'océan, qui se trouve dans l'océan, va être peut-être consommé par un animal marin et qui va être transformé et qui va arriver à nous après avec la pêche. J'en en parlera plus tout à l'heure de ça. Le microplastique se trouve dans nos vêtements aussi. Le polyester, c'est du pétrole, c'est du plastique à la base et du nylon. Dans les cosmétiques, je sais que vous avez parlé dans une pause durable sur les pertes de pâté endocrinien, dans les bouteilles d'eau et surtout aussi dans les produits emballés en plastique. Encore une question pour vous, pour voir si vous êtes encore là. Combien de bouteilles en plastique sont vendues dans le monde chaque minute? Est-ce qu'il s'agit de 10 000 A? Est-ce que c'est B en millions ou est-ce que c'est 500 000? Réponse C. Moi, je dirais que c'est 1 million. 1 million de Non. plastiques vendus dans le monde. Il y a Ok. encore une grande dépendance, je pense, pour cela. Donc Mhm. ça se bataille entre la réponse B, 1 million, et la réponse C, 500 000. Donc, ceux qui ont dit B, vous avez bien compris la logique de mes petites questions. C'est en effet en millions. Donc, c'est toujours le chiffre le plus élevé, presque toujours. Donc, depuis qu'on a commencé, on a vendu, il y a eu peut-être 30 millions de bouteilles déjà vendues depuis qu'on a commencé cette webconférence. Petite réflexion, et encore une fois, chaque bouteille va être sur Terre, sauf si elle est transformée ou révalorisée. Elle va être là pendant 300-400 ans. Impact biodiversité.
Donc la biodiversité, ce sont les environnements, mais aussi les animaux qui habitent dans ces environnements. Et notamment, je veux parler beaucoup de plastique dans les océans parce que c'est là où ça pose un très gros problème. Donc ça, c'est un infographique que je trouve montre très bien l'impact très concret. C'est qu'il y a des morceaux de plastique dans l'océan qui sont consommés par des petits ou des gros poissons. Et les gros ou petits poissons sont du coup après consommés par nous, pour faire très simple. Donc ça arrive dans une boucle sur nos assiettes des nouveaux. Donc c'est un peu malheureux, mais malheureusement la vérité. 15% du sable à Hawaï est de microplastique déjà aujourd'hui. En 2050, tous les oiseaux, comme vous le voyez sur la photo, tous les oiseaux marins mangeront du plastique régulièrement. C'est très malheureux. En 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons si on continue à ce rythme avec la production de plastique. Si on s'arrête, on peut réussir à arrêter cette tendance. Pareil, 100 000 mammifères marins meurent tous les ans à cause de la pollution plastique. 56% des baleines et des dauphins ont déjà consommé du plastique, donc c'est plus que la moitié. Qu'est-ce qui nous dit WWF? Je suis sûre que vous connaissez tous l'association WWF avec le logo d'un panda. Eux, ils nous conseillent trois choses. Ils nous conseillent de réutiliser les plastiques, donc vraiment passer de côté, de toujours être dans la consommation de produits plastiques et de pas réutiliser. Deuxième conseil, refuser le plastique à usage unique parce que le plastique à usage unique, c'est pratiquement 80% toujours non recyclable parce que c'est des produits, c'est de l'emballage. C'est des barquettes qui sont très difficiles à traiter. Et troisième conseil, c'est participer à des collectes des déchets. Donc, je sais qu'il y a l'association Surfrider qui font de très très belles initiatives pour collecter et ramasser des déchets dans les rues de Paris. C'est très sensibilisant, c'est très ludique et je vous conseille d'aller regarder sur Surfrider si ça vous intéresse la question de collecte des déchets en France. Pareil, les récifs des coralliens sont aussi très très menacés par l'impact des pollutions plastiques dans les océans. Et un petit point sur la surpêche, qui malheureusement joue aussi un énorme rôle. Le homard, il y a 83% des homards en Norvège qui ont été trouvés avec du microplastique. Et finalement, les tortues marins sont aussi très impactés par cette problématique. Presque 100%, on est à 83%. Donc finalement, nous mangeons tous l'équivalent de une carte bancaire en microplastique par semaine. Si on accumule tout le microplastique qu'on mange lors d'un encart emballé en plastique ou la bouteille, la gorgée qu'on a pris d'une bouteille en plastique, ou etc., ça c'est une carte bancaire qu'on mange tous par semaine. Et on peut se poser la question pourquoi c'est un problème? C'est pas si mal de manger une carte bancaire de plastique par semaine. On pourrait dire ça, mais malheureusement, le plastique, c'est pas un ingrédient idéal pour notre corps. Au contraire, le plastique est fait de pétrole surtout, et il y a beaucoup de produits chimiques qui sont rajoutés, notamment le fameux perturbateur endocrinien, qui ont des effets désastreux pour notre santé. Il y a ces trois types de plastique qui sont très souvent vus, notamment des produits aujourd'hui qui sont pas enlevés du marché, mais qui ont été prouvés très dangereux pour notre santé et notamment perturbateurs pour notre fertilité et même cancérigènes. Ça sont quelques effets négatifs qui peuvent arriver lors de trop d'exposition à des perturbateurs endocriniens dans le plastique, dans la cosmétique ou autre. Notamment la reproduction est un très gros problème. Ok, on a beaucoup parlé de problèmes, maintenant on va parler des solutions. Il y a heureusement beaucoup de choses qui sont faites qui sont très encourageantes. Nous avons effectivement le fameux objectif de développement durable lancé par l'ONU en 2015. On a le pacte vert pour l'Europe et nous avons en France, il y a un an, la fameuse loi anti-gaspillage lancée en début 2020, juste avant le Covid. Nous passons 2 secondes sur les objectifs de développement durable. Ce sont 17 objectifs qui encadrent le plan d'action pour un avenir plus durable d'ici 2030. Donc la date finale, c'est 2030. Et à ce moment-là, on va faire un état des lieux pour voir où est-ce que le pays membre des Nations Unies, on parle de 193 pays membres qui se sont engagés à réaliser les ODD,
Où est-ce que nous sommes par rapport à l'éradication de la pauvreté, ODD numéro 1? Où sommes-nous par rapport à la lutte contre la faim, l'accès à la santé, les égalités, la lutte contre le chauffement climatique, etc. Donc c'est vraiment un plan d'action qui encadre tous les domaines urgents à traiter. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit les ODD sur les déchets? Parce qu'on parle de déchets plastiques. Objectif numéro 12,5 nous dit concrètement que d'ici 2030, il faut réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation. Donc, la réduction est mentionnée par l'ONU comme une solution viable pour agir et lutter contre cette problématique des pollutions plastiques. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Union européenne? L'Union européenne nous dit il faut aller vers une élimination de plastique à usage unique et surtout le microplastique. Ça, c'est le président de cette initiative, le Pacte vert, qui dit que si nous ne changeons pas, il répète le fait qu'il y aura davantage de poissons dans l'océan davantage de plastique, pardon, que de poissons si nous continuons à créer autant de plastique. En France, on a la loi anti-gaspillage qui a été lancée en 2020 par le ministère de la Transition écologique. C'était une belle initiative qui va mettre fin progressivement des emballages à usage unique d'ici 2040. Ça veut dire on a commencé par le fameux gobelet, on a aussi les cotons-tiges, le paille et d'autres produits à usage unique qui sont désormais interdits. Et chaque année, on va rajouter de nouveaux produits en plastique sur cette liste des interdictions. Il y a même aujourd'hui, on ne peut plus avoir des bouteilles en plastique dans la restauration scolaire, par exemple. C'est interdit selon la loi anti-gaspillage. Il y a aussi une taxe sur le plastique non recyclable à l'échelle européenne. Ça, je ne sais pas encore si c'est mis en action, si ça a été adopté, mais je sais que c'était adopté en 2020, mais je ne sais pas encore si c'est acté, mis en œuvre. Mais en tout cas, le but, c'est de inciter les pays membres de l'Europe à ne pas créer de plastique non recyclable. Et encore une fois, pour juste finir sur l'Union européenne, il y a une directive sur les plastiques à usage unique qui incite tous les pays membres à interdire le plastique à usage unique, comme a fait la France avec la loi anti-gaspillage. Donc, ça sont à vos gauches quelques produits qui seront désormais interdits, notamment les barquettes alimentaires contenant des boissons, gobelets en polystyrène, produits de plastique, notamment le sac, les touillettes à café, coton-tige, couverts, assiettes et pailles. Bénévolat, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que heureusement, on peut faire plein de choses. On peut faire des choses à l'échelle gouvernementale, mais on peut aussi faire des choses à l'échelle personnelle. On peut s'engager avec une association. J'ai déjà mentionné WWF qui font de belles choses. Il y a Zero Waste Paris qui font de très belles initiatives et des ateliers de sensibilisation. Ils publient aussi des guides zéro déchet, donc comment faire zéro déchet au bureau, comment faire zéro déchet pour ma soirée, comment faire zéro déchet pour tel et tel événement. Il y a Greenpeace également. Il y a la Fondation Good Planet menée par Monsieur Yann Arthus Bertrand au Bois de Boulogne qui font des animations très sympas. Il y a une petite asso qui s'appelle No Plastic in My Sea qui est très engagée uniquement sur la lutte contre le plastique aux océans. Et finalement, il y a Surfrider qui font les fameuses collectes des déchets dans les rues de Paris. Donc, nous arrivons à effectivement la partie sur le déchet numérique. Qu'est-ce que c'est? C'est nouveau pour la plupart des personnes, mais ça consiste de 3 étapes. Effectivement, je vois un commentaire, il faut éduquer les enfants, c'est tout à fait vrai. Il faut commencer par la jeune génération, il faut les sensibiliser très tôt. Mais pour revenir au déchet numérique, il y a 3 étapes pour lier les émissions CO2 et notre consommation, notre utilisation numérique. D'abord, c'est la fabrication des appareils électroniques. Pour chaque appareil électronique, il faut en moyenne 60 kg. En tout cas, pour un smartphone normal, comme un Samsung ou un iPhone, il faut 60 kg de matière première d'extraction. Deuxième étape des émissions CO2, c'est la pratique digitale. Donc, c'est que chaque fois que moi j'envoie un SMS ou un texte WhatsApp ou j'envoie une photo, ça dégage des émissions CO2. Pourquoi? Parce que ces données sont stockées sur un serveur qui sont accueillis dans un centre de traitement des données, un data center, qui sont alimentés par de l'énergie fossile.
Donc, c'est une consommation d'énergie constante pour que moi, je puisse avoir accès à mes données et que nous avons tous accès à des vidéos en ligne et des infos, etc. Troisième étape, c'est la fin de vie d'un produit ou d'un appareil électronique. Ça veut dire quand moi je veux remplacer mon ordinateur ou mon smartphone, qu'est-ce que je veux faire? Bah, je vais acheter un nouveau, mais malheureusement, mon ordinateur existant ne va rarement être recyclé. Il s'agit de 5% des appareils qui sont réellement révalorisés. Donc c'est très très peu. Et le temps de vie moyenne d'un appareil électronique, c'est 2 ans. Donc, si on fait les calculs, ça fait beaucoup des appareils électroniques lors d'une vie d'une personne. Donc, ça, c'est une précision des étapes polluantes. Et la consommation d'énergie, c'est un des plus gros problèmes. Le numérique consomme aujourd'hui, ça c'est à l'échelle mondiale, 10% de l'électricité, notamment à cause de cette consommation très intense dans les centres de traitement des données, les fameux data centers. Le numérique est responsable, donc du coup, l'énergie, ça vient d'où? Ça vient souvent des énergies fossiles qui sont liées aux gaz à effet de serre. Donc, le numérique représente 4% des émissions des gaz à effet de serre dans le monde. Et c'est le gaz à effet de serre qui est la raison pour les réchauffements climatiques et les changements climatiques qui créent les problèmes sociaux et économiques dans le monde qu'on voit aujourd'hui. Le data center, donc le lieu qui va accueillir, qui va stocker les fameux serveurs qui stockent chaque photo que j'ai jamais prise dans ma vie, elle est stockée dans un centre, dans un serveur et qui va chauffer parce que c'est comme une machine qui tourne tout le temps. Bah, cette machine, elle doit être refroidie. Et comment faire ça? C'est par la climatisation. Donc 40% de l'énergie consommée dans un centre de traitement, c'est la climatisation. Et donc, qui est responsable? Il n'y a pas une seule personne ou une seule entité ou pays ou groupe qui est responsable, mais effectivement, les entreprises qui ont beaucoup de collaborateurs et qui effectivement, eux, ils représentent énormément de consommation. Donc, il faut surtout se sensibiliser à l'échelle personnelle, mais il faut aussi engager les entreprises. Consommation d'énergie. Donc, un email consomme en moyenne 20 grammes de CO2. Et donc ça, c'est l'énergie qui est consommée lors de la conception de l'email. Donc l'énergie que mon ordinateur, il met pour que moi, je puisse consommer. Mon ordinateur, il est branché maintenant, donc ça veut dire que ça consomme de l'énergie. Après, il y a l'envoi, ça demande de l'énergie aussi. Et finalement, il y a l'ouverture et la lecture de l'email. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Et en plus, les données qui sont envoyées, la photo, le texte, etc. Les pièces jointes. Donc, une question pour vous par rapport aux déchets numériques. C'est une mise en situation. Donc, c'est fictif, mais c'est un calcul qui est correct et qui est publié dans un rapport de Greenpeace sur les déchets numériques. Une entreprise de 100 salariés consomme combien de CO2 pendant un an en équivalent d'aller-retour Paris-New York? J'espère que vous avez compris la question, mais est-ce que c'est 5 allers-retours? Est-ce que c'est 14 ou est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est A ou B ou C? Alors, à 100%, tout le monde dit 20 allers-retours et il y a quelques 14 allers-retours. Moi, je dirais 14 allers-retours du coup. Ok, bah bravo Eva, tu as la bonne réponse. C'est effectivement 14 allers-retours, c'est réponse B. Donc 100 salariés, dans leur activité numérique, ils vont consommer l'équivalent de 14 allers-retours Paris-New York. Voilà, petite info ludique. Envoyez une photo des vacances à 10 amis. Donc, moi, je suis partie en vacances. Je veux envoyer une photo à 10 personnes dans mon réseau. Ça équivaut 500 mètres parcourus en voiture au niveau des émissions CO2. Pareil, le streaming, malheureusement, très consommateur d'énergie. 1 heure de streaming sur YouTube ou sur Netflix consomme l'équivalent d'un réfrigérateur pendant une année. Donc, imaginez 1 heure de streaming, 1 an de frigo. Donc, c'est une consommation très, très, très intense. Gestion de déchets électroniques. Comme je disais tout à l'heure, c'est 5% des appareils électroniques qui sont réellement recyclés ou révalorisés ou réconditionnés. Donc, en moyenne, on crée 50 millions de tonnes de déchets électroniques à l'année.
ou en tout cas ça c'est le chiffre de 2018, ou c'est l'équivalent, c'est 6000 fois le poids de la tour Eiffel. Donc 6000 fois le poids de la tour Eiffel en appareils électroniques qui vont être jetés et ne pas être réconditionnés ou révalorisés ou recyclés. Et malheureusement, la plupart des déchets électroniques sont aussi exportés en Afrique ou en Asie parce que là-bas, ils vont être, les locaux vont essayer de revaloriser les éléments des valeurs à l'intérieur des appareils, mais l'appareil ne va jamais être révalorisé en lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par supprimer les mails déjà lus. Comme on avait vu, un seul mail consomme 20 grammes de CO2. On peut supprimer les documents dans le cloud non utilisés. On peut réparer ces appareils électroniques au lieu d'acheter un nouveau, en tout cas quand cela est possible. Réduire le nombre de personnes en copie d'un email parce que chaque personne en copie va rendre le mail beaucoup plus lourd en nombre de données et va demander plus d'énergie consommée et du coup plus d'émissions CO2 et des énergies fossiles rejetées dans l'atmosphère. Cinquième astuce, supprimez les photos de votre téléphone qui vous regardez plus, effectivement. Éteindre les appareils électroniques quand cela est possible. Et finalement, limiter, je dis pas arrêter, il ne s'agit pas d'aller aux extrêmes, mais limiter l'utilisation de services de streaming en ligne comme YouTube ou Netflix qui sont si consommateurs des énergies et oui, effectivement, des énergies dans les serveurs et dans les centres de traitement. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelqu'un avait dit au tout début, vive le gourde, et c'est tout à fait correct. C'est une des premières choses les plus intéressantes et les plus importantes à faire si on veut lutter contre la pollution plastique, surtout qui pollue notre biodiversité et les environnements. Passer à une gourde métallique. On peut aussi éliminer les bouteilles pour la cosmétique ou pour les shampoings. Du coup, passer à des shampoings solides ou même à des dentifrices solides. Le petit bâton à droite que vous voyez, c'est du dentifrice solide. On peut aussi passer à une tasse réutilisable parce que beaucoup de monde aime prendre leur café à emporter, y compris moi-même. Mais chaque tasse à emporter a un couvercle qui n'est malheureusement qui n'est pas recyclable. Quatrième astuce, quelqu'un l'a déjà mentionné, notamment le fameux achat en vrac pour éliminer les emballages non recyclables. Finalement, éliminer les sacs en plastique et passer à un sac en tissu. Favoriser l'emballage en carton plutôt que de plastique quand cela est possible. Éviter l'emballage en plastique pour les repas emportés, effectivement, c'est très difficile, mais on peut demander de peut-être ne pas avoir des couverts. Si on a déjà des couverts chez soi, on peut juste demander de ne pas avoir ce couvert emballé en plastique. On peut aussi essayer de mettre un stop pub pour ne pas avoir le pub emballé en plastique ou autre. Et finalement, limiter la consommation en ligne parce que, comme on a vu, c'est le packaging qui est plus responsable pour la création de déchets plastiques. Et finalement, utiliser des chiffons et des serviettes plutôt que des feuilles de sopalin qui sont emballées en plastique. Petite astuce un peu pour les enfants ou pour les parents des enfants, si vous faites de fêtes d'anniversaire, peut-être trouver d'autres décorations qui ne sont pas des ballons, parce que les ballons sont difficilement recyclables, même impossibles. Et au bureau, limiter le stylo, limiter le stylo en plastique et favoriser, si possible, le crayon. Et pareil, quelques astuces pour ceux qui sont au bureau, mais vu que nous sommes tous chez nous, c'est moins pertinent. Mais en tout cas, passer à des couverts réutilisables pour ceux qui vont chercher leur déjeuner à l'extérieur, ils peuvent revenir avec, mais sans le couvert. On peut préférer les thés et cafés en vrac pour éviter effectivement tous ces gobelets et ces couvercles. Avoir sa propre tasse et passer à des capsules dégradables si possible. Avoir des réunions en carafe au lieu d'avoir des bouteilles toujours posées à disposition. Et finalement, organiser des événements autour de zéro déchet, c'est toujours important de s'encourager, de s'inspirer, partager les bonnes pratiques. Et c'est très ludique et très sympa. Et c'est un bon challenge de faire un repas zéro gaspillage alimentaire ou faire un événement zéro déchet. Et finalement, avoir des cendriers pour éviter que le mégot arrive aux océans. Et on arrive à la fin, on a le quiz. Donc, question pour vous, j'espère que vous avez retenu ça. Quel est le temps de décomposition d'une bouteille en plastique? Est-ce que c'est A, 50 ans, B, 100 ans, C, 400 ans?
Tout le monde nous répond 400 ans. Ok, parfait, vous avez bien retenu les infos. Quelle est la taille de l'île en plastique ou le septième continent? Est-ce que c'est A, ou B, ou C? Tout, Une, le- deux ou trois fois la France? Trois fois la tout France. le monde a bien retenu, ouais, 3 fois la Ok, France. parfait. La loi, pardon, la loi anti-gaspillage a été adoptée quand? A, 2015, B, 2018, C, 2020. Tout le Tout monde le dit monde est sûr, C. c'est Parfait, vous êtes super. Merci d'avoir retenu tout ça. Et finalement, comment peut-on réduire l'empreinte CO2 numérique? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que c'est A, étendre les appareils électroniques? Est-ce que c'est B, mieux charger nos appareils? Ou est-ce que c'est C, ou est-ce que ça peut être C, supprimer nos mails déjà lus? Il y a beaucoup qui disent les trois. C'est vrai que moi je pensais à ça, mais C'est effectivement A et C. Mieux charger nos appareils. En tout cas, c'est pas un astuce que j'ai mentionné dans cette présentation. Donc c'est A et C. Merci. Dernière question avant d'avoir vos avis à vous. Combien de mammifères meurent à l'année à cause de la pollution plastique? C'est une question triste mais importante. est-ce que tu as mis des réponses Il y a des gens qui nous Ah, répondent beaucoup de trop. beaucoup trop, oui, effectivement. Je n'ai pas mis les propositions. 100 cas, effectivement. Merci, Kevin. C'est 100 cas, 100 000 mammifères meurent à l'année à cause de la pollution. Effectivement. Et finalement, question pour vous. Si vous avez envie de partager vos bonnes pratiques ou ce qui vous a inspiré, quelles sont les astuces que vous souhaitez ou vous allez mettre en œuvre ou appliquer pour réduire les déchets plastiques au numérique chez vous, dans vos quotidiens? Passage au solide. Donc je pense que c'est les Super. cosmétiques, les achats en vrac. Supprimer les mails, oui, il y a des applications aussi qui vous aident à supprimer les mails juste en appuyant, en les résumant tous un par un, enfin thématique par thématique pour que vous appuyiez sur supprimer pour en supprimer 500 ou 1000 d'un coup. Donc limiter les mails, le vrac, supprimer des photos, donc du tri. Évidemment, hein. T'en as pas parlé, Carolina, de l'émission de CO2 du tri? Si, t'en as parlé? Enfin, du plastique, combustion plastique? Non, je ne suis pas rentrée dans ça. Ouais, parce qu'évidemment, hein, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Donc, du coup, parce que le recyclage crée aussi du CO2. Donc voilà. Et en plus, un plastique ne va pas pouvoir être recyclé à l'infini. C'est Ouais. limité. Parce qu'à chaque fois, ça se use et ça devient de la granulée qui va pas être recyclée à l'infini. Donc, faut mieux éviter. Donc, c'est des super astuces. Faire On un nous dit aussi potager. moins de plats tout prêts et faire un potager et les lessives maison. C'est vrai que faire les produits d'entretien maison aussi, ça fait moins de Compost, grosses c'est une très bonne pollutions. solution. La mairie de Paris propose notamment un programme ou des outils pour faciliter les compostages, Oui. même pour ceux qui n'ont pas un jardin. Donc, c'est super. Et d'ailleurs, il y a une pause durable sur le compostage à Paris, si vous voulez le revoir, qui est disponible en rediffusion. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de Super. solutions. Parfait. Bah, merci à vous tous et à toutes. Et est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? N'hésitez pas à les poser parce que je serai ravie de les répondre ou d'avoir vos feedbacks. Donc pour l'instant, on nous dit que c'est vraiment bien. Merci déjà. Merci beaucoup Carolina Merci pour à cette vous. conférence. Je sais que 1 heure, c'est très très court, mais ça permet d'avoir l'essentiel et de s'intéresser ensuite par soi-même au sujet. Tout le monde nous dit merci. Voilà, voilà. Que le lombric-composteur, ça fonctionne super bien pour les citadins. On a déjà, est-ce que mettre un téléphone en mode avion, ça équivaut à l'éteindre ou pas? Moi, je dirais que non, c'est toujours mieux d'éteindre parce que même si elle est en mode avion, il est toujours allumé. Donc, ce que moi je peux lire il y a plein de littérature sur cette question, euh, éteindre à 100%, c'est ça qui va consommer effectivement le moins d'énergie possible. Évidemment, ça consommera beaucoup moins aussi en étant en mode avion par rapport C'est à, mieux, même oui. pour les ondes en termes de santé environnementale, c'est mieux aussi s'il n'y a pas d'ondes, donc quand c'est éteint et en mode avion. On nous a dit, c'est une problématique que plein d'entités comme nous, on se pose, c'est comment toucher une population qui n'est pas vraiment sensibilisée. Quelqu'un m'a dit qu'il faut commencer par les enfants et les jeunes, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut commencer par, ça devrait faire partie de
oui, de, comment dire, de ceux qui ont étudié à l'école ou à l'école des commerces. Moi, j'interviens dans beaucoup des écoles des commerces et je vois qu'ils s'intéressent beaucoup de jeunes, même ceux qui n'ont pas été, qui n'ont pas la sensibilité de base, ça les intéresse après une sensibilisation initiale. Ouais, on nous fait aussi des remarques sur éteindre la box internet qui consomme énormément, on y pense très peu. Éteindre aussi les multiprises, ça fait énormément d'économies d'énergie aussi. Et on nous dit éteindre le frigo, c'est vrai que je me suis déjà renseignée. L'isolation du frigo permet aussi de maintenir le froid malgré le frigo éteint. Donc après, reste à voir si vous voulez le faire toutes les nuits ou pas. Mais c'est vrai que éteindre la box internet permet de faire des économies parce que ça consomme énormément. Et aussi, ça permet de ne pas avoir d'onde Wi-Fi pendant la nuit. Donc on nous dit, ouais, sensibiliser pour inspirer et passer à l'action. Les gens copieront. C'est vrai. Donc pour l'instant, hein, Carolina, je suis désolée, il n'y a pas eu trop de questions parce que en vrai, ça a été super clair, je pense. Et tout le monde nous dit merci beaucoup. Bon, bah, parfait. En tout cas, j'espère que tout le monde est inspiré pour passer à l'action à leur échelle. Encore une fois, il ne faut pas faire culpabiliser ou vouloir changer le monde du jour au lendemain. C'est pas possible, mais des petites astuces comptent, les éco-gestes comptent beaucoup. Donc, il faut qu'on s'y mette tous pour le Ouais, faire. on a tendance à dire que c'est des petits gestes de fourmis, mais en fait, on est plein de petites fourmis, donc plus on est Exact, sensibilisé, mieux c'est. exactement. On nous dit aussi quel est l'impact, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'impact du développement du télétravail? Oui, effectivement. Malheureusement, c'est hypocrite parce que même en webconférence est pas idéal au niveau consommation d'énergie. Et effectivement, vu qu'on envoie beaucoup plus de mails parce qu'on est à distance, la crise sanitaire nous a obligés de faire ça. La consommation numérique a augmenté beaucoup depuis le dernier an. Et effectivement, les impacts numériques des émissions CO2 aussi. Les streaming, je sais que Netflix ont fait une croissance énorme parce que tout le monde est beaucoup plus sur Netflix beaucoup plus maintenant qu'avant la crise, vu qu'on est plus chez nous. Et effectivement, le streaming, c'est pas terrible pour les émissions CO2. Donc oui, malheureusement, la crise sanitaire a aussi augmenté les émissions CO2 liées au numérique et le télétravail aussi, effectivement. On nous demande aussi, est-ce que tu recrutes chez Paillettes d'Impact? Est-ce que j'aurais cru que ça peut être impact? Non, mais je serais ravie d'échanger avec vous par LinkedIn. Je quelques échanges avec des stagiaires potentiels. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je serais ravie d'échanger ou de vous donner des conseils. Ouais, et en termes de remarques, on nous dit aussi de penser à planter plein d'arbres et développer les potagers familiaux et jardins partagés au niveau des quartiers pour déjà, oui, un peu plus de biodiversité, absorber plus de CO2 et aussi pour la santé mentale, ça fait très plaisir de voir de la verdure dans une ville minérale. Et la dernière pause durable parlait de végétalisation urbaine, donc n'hésitez pas aussi à en faire un tour. Bah, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie beaucoup, Carolina. C'était Ben, super merci à intéressant. toi, Eva. J'étais ravie de participer à cet événement. J'aime beaucoup le concept des acteurs de Paris durable. Donc, merci. Merci. Donc, merci à tous et on vous dit à une très prochaine fois. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.